ça rappe et ça rock. Waouh! C'est-à-dire le rap et le rock, le mélangé. rock et le rap. Le rap rock. Vraiment, j'ai noté que j'ai l'impression que 2007, c'est l'épicentre du genre rap rock au Japon. Donc Run DMC, c'est un groupe de hip-hop plutôt. Tricky. Voilà. Mais en fait, derrière, il y a de la guitare électrique. Salut à toutes Et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-Label. Et voilà, nous y sommes. Et on est parti. Pour cet épisode 11 Ouais! de Contre-Label. Chaque début d'épisode est une fête, faut croire. Une nouvelle avancée. Voilà, c'est ça. Donc ouais, épisode 11. 11 pour le mois de novembre qui arrive bientôt. Faut croire, oui. On se les pèle. On commence, ouais. C'est l'automne. Ouais, bah oui. Et aujourd'hui, on va vous parler de musique. On va parler de musique, mais on va parler... Ouais, on va parler de musique, on va parler d'un mélange de musique. Ouais, d'un mélange un peu hors norme. Ouais. Enfin, ouais. hors norme. Rare. Qui peut paraître hors norme, c'est voilà. vrai. Et on va parler d'un mélange de musique qui est donc le rap rock. Voilà. Le rap et le rock réunis dans une et même chanson. Une même catégorie. Ouais. Et ouais. Parce que ça existe, oui. Et on sera un peu nostalgique du coup, parce que ouais. ça va nous ramener à une certaine époque aussi tout ça, où il y en avait pléthore. Exactement. Et on vous en parle juste après, nos coups de cœur de ces 15 derniers jours. Oui. Alors d'ailleurs, juste pour faire un petit rappel, on va commencer une nouvelle formule, c'était qu'en début septembre. Et donc d'abord on parle de nos coups de cœur, et ensuite le sujet principal. Voilà. Donc si tu veux commencer avec ton petit coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur, c'est une Française. Je pense qu'elle est française, elle est basée à Paris, c'est une nail artist. Cocorico. Voilà. On la trouve sur Instagram sous le nom de Bad Girls Good Nails. Ouh. Ouh. Et j'aime beaucoup, c'est un vrai coup de cœur. Ses créations, en fait, ça rassemble plein de tendances de ces derniers temps, donc des motifs funky, 70s, ou des motifs tribaux 3D, style années 2000. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça reste quand même cohérent et propre, son travail, la réalisation. C'est pas juste la meuf qui surfe sur les tendances, quoi. Voilà, elle a sa propre patte, on va dire. Ouais. Il y a beaucoup de transparence, c'est glossy, et ça j'aime beaucoup. Ouais. On voit qu'elle a des préférences pour la longueur, tu vois, genre les ongles longs, et elle s'amuse à rajouter des piercings, tout ça. Enfin, c'est vraiment... c'est un peu une rockstar des ongles, quoi. Est-ce que ça fait pas un peu les ongles des japonaises des années 2000, les Gyaru? Bah justement, si, c'est un gros délire de nail artist bien assumé, mais j'aime bien parce que c'est propre en fait le résultat. Ça fait pas juste j'ai voulu faire original et je me contente d'être originale, non. Tu sens qu'elle a vraiment son univers, quoi. Ouais, mais même pas, c'est pas vraiment son univers, c'est vraiment sa patte de nail artist, quoi. Ouais. Genre c'est un travail propre, bien exécuté. Voilà, et puis je sais pas, tu sens que oui, elle a son style parce que tu vois qu'elle apprécie les ongles longs, bien faire fourni, du volume, voilà, bien fourni et tout, mais c'est pas juste parce que c'est la tendance, je pense que c'est quelque chose qu'elle va continuer à faire dans le temps long, quoi. Voilà. C'est son art, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est tendance, on va dire, ce qu'on voit dans ce qu'elle fait actuellement, je te dis, c'est les motifs tribaux et les couleurs, surtout. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise donc ses propres techniques pour l'extension des ongles, et elle demande donc à ses clientes de venir les ongles nus, histoire de pas avoir retravaillé derrière le travail de quelqu'un d'autre, je pense. Et elle utilise le gel d'une marque vegan et cruelty free, donc sans cruauté sur les animaux. Et elle a quand même sa notoriété, hein, elle a 18 000 followers sur Instagram. Ok. Voilà. Cool. Donc, c'est Bad Girls Good Nails. J'adore son nom en tout cas. On sent un peu la bad bitch derrière. C'est ça. Bad girl, good nails, voilà. tout ça. Et puis c'est cool ce qu'elle fait. Franchement, je passerais bien à vous voir, madame, un jour. En plus, ça t'es pas un peu dans une optique ongles aussi un peu? Moi Ouais, si, j'aimerais bien me faire les ongles. J'en ai besoin. Voilà. Donc, c'est mon coup de cœur, on va dire design. Oui. Pour le coup. Design, fashion, beauté. Cet épisode. Ouais. Bon. Cool. Très très cool. Moi, mon coup de cœur, c'est totalement autre chose, puisque déjà c'est un livre.
Attention, un gros cerveau. C'est un livre. On peut lire et se faire les ongles. Hein. Bien sûr. Mais c'est un livre pas si gros cerveau que ça, parce que c'est un manga. Et c'est un manga qui s'appelle Don't Call It Mystery, et de Yumi Tamura. Ah oui, ok. Et il est paru en mai dernier chez Noévé, je sais pas comment ça se prononce, Graphics. Et en gros, c'est l'histoire d'un étudiant plutôt solitaire qui s'appelle Totono et qui a une afro. Et en fait, ce Totono, il va résoudre des mystères. En fait, c'est un résolveur de mystères, c'est un détective. Non, c'est pas un détective, juste il résout des mystères. Et en fait, le manga commence par une première histoire où il est accusé de meurtre et il va devoir prouver que c'est pas lui le coupable en fait. Et donc en fait, grâce au sens de l'observation et de déduction, il va réussir à se sortir de là. Mais Totono, en fait, c'est un personnage un peu bizarre, on va dire. Il est très solitaire, et en même temps, c'est une immense pipelette. C'est-à-dire que pendant le manga, il arrête pas de parler. Tout le temps, il ouvre sa bouche, et pour dire des vérités, alors que ce soit du quotidien. Par exemple, il est confronté à un inspecteur de police, je crois, qui lui dit « Ouais, ma fille, elle me déteste et tout, je l'ai mal éduquée. » Il lui dit « Mais non, vous avez complètement tort. En fait, vous avez réussi son éducation parce que votre fille est adolescente, donc c'est normal qu'elle vous déteste. » Bref, ce genre de truc. Ok, parce que j'allais dire, il est solitaire, à qui il parle? Mais il parle à l'officier de police, d'accord? Oui, non mais il est solitaire parce qu'en fait il se retrouve toujours, il est toujours seul chez lui, il a pas d'amis, il a pas de petite copine, et on le voit jamais aller à la fac. Il parle les gens qu'il trouve autour de lui, quoi. Et en fait, c'est parce qu'il se retrouve toujours pris dans des situations un peu ouf, quoi. Genre, dans la deuxième histoire, par exemple, il se retrouve pris, genre, dans un détournement de bus. D'accord. Voilà. Genre, il est malchanceux, je crois, le pauvre. Okay. Mais c'est un personnage vraiment surprenant parce que il arrive vraiment... Je sais pas comment dire, il est vraiment bizarre, quoi. J'ai fait ma recherche, là, sur Google en même temps pour voir la gueule du manga. Et c'est marrant quand tu dis c'est une pipelette, parce que je trouve qu'il a pas du tout la gueule de la pipelette. Ah, pas du tout. C'est très étrange. Ouais. Je suis curieuse, du coup. Ouais, c'est ça, il arrête pas toujours de dire des vérités, toujours, il est toujours là à découvrir la vérité, c'est l'exact opposé de Détective Conan, en fait, en termes de personnage. Parce que genre, Détective Conan, oui, il est secret. Oui, et puis il résout ses affaires, et puis c'est ciao, quoi, mais Totono, vraiment, il rentre dans la psychologie un peu des gens, tu vois. Il va jusqu'au bout, quoi, on va dire. Ah oui, des choses. Oui, je vois, il va plus loin que ce qu'on lui demande, quoi. Ouais, c'est clairement. Il va limite te faire la séance de psy, assieds-toi sur le divan et je vais te dire pourquoi tu as fait ce crime, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tous les gens qui gravitent autour de lui, par exemple les gens du poste de police, que ce soit des assistants, des trucs comme ça, à chaque fois ils viennent le voir pour des problèmes parce qu'il a toujours des très bons conseils à donner, en fait. Sur la vie amoureuse. C'est une assistante sociale, en fait. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est à moitié résolveur de mystère, à moitié psy, à moitié tout ce que vous voulez. Et je recommande vraiment parce que ça m'a beaucoup surprise, en fait, parce que je m'attendais pas vraiment à un personnage comme ça, quoi. Et il en a rien à foutre, quoi, clairement. Il est toujours là, on l'attend le moins, en fait. Il est vraiment surprenant. Et d'ailleurs, j'ai probablement pas été la seule à être surprise parce que c'est un des best-sellers au Japon, faut savoir. Ah ouais. Il y a 9 tomes. Mais c'est paru quand Ça fait un petit moment, je pense. Ok. Au Japon, tu veux dire? Bah, les deux. En France, c'était cette année, en mai. Ok. Oui, donc ça devait être... mais un an ou deux au Japon, peut-être. Il y a un an ou deux au Japon, peut-être. Il y a plus. Les tomes mettent du temps à sortir, parce qu'il y a que 9 tomes. Mais à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, il fait, on va dire, au bout de course, il fait 1 million de ventes, ce qui est énorme. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, dans un classement, on peut voir One Piece, Demon Slayer, et il s'adresse à un public plutôt adulte, non? Ouais. Ok. Bah, je pense que c'est des lectrices, c'est plutôt des lectrices, je pense, qui ont peut-être 30 ans. D'accord. Trentaine, ce genre de choses. Pas masculin, c'est féminin comme public? Je sais pas, en vrai, mais... Parce que l'autrice, en fait, elle s'est beaucoup adressée surtout à un public féminin, donc j'imagine que, mais après, ça peut être aussi un public masculin, ça s'adresse à tout le monde, en vrai. Oui, c'est pour ça, je pense, adulte, après... Ouais, c'est adulte, quoi. Il n'y a pas de différence pour les genres. Non, clairement pas, non. Voilà. Hyper cool, ça donne envie, franchement. Donc ça s'appelle... les dessins peuvent être particuliers, je pense, mais moi j'aime bien. Ce que j'ai vu, j'apprécie. Ouais. Donc voilà, c'est Don't Call It Mystery de Yumi Tamura. Voilà, c'est paru chez Noévé. Je suis surtout curieuse de savoir ce qu'il a à apprendre aux gens, en fait. Ouais, écoute, j'ai le tome 1, tu pourras le lire.
Ok. Voilà. Sympa. Bon, on en a fini pour les coups de cœur. Ouais. Est-ce qu'on passe au cœur du sujet? C'est-à-dire le rap et le rock, le rock et le rap. Le rap rock. Là, il faut sortir grosse guitare électrique derrière en fond. Et les scratching. Voilà. Et la batterie surtout. La batterie. Et la batterie aussi. Faut tout sortir. Oui. Est-ce que je commence comme tu veux. Ouais, alors en fait, je voulais juste, comme point de départ, en fait, on va encore revenir à un truc dont on a déjà parlé, mais pour moi, en tout cas, le point de départ, ça a été quand on a été encore au PSSFF, au Paris... Voilà, exactement, au PSFE, au Paris Surf and Skate Film Festival. Et c'était encore, je vais encore parler de la conférence qu'on a vue de Pascal Montfort quand il parlait de skate et de mode et de musique. Et en fait, quand on est vraiment parti de là? Ouais. Okay. Et quand on est arrivé dans la salle, en fait, il y avait la diffusion d'un clip des Beastie Boys. Ah oui. C'est le clip c'est peut-être à cause de ça. Ouais. C'est le clip de Looking Down the Barrel of a Gun. Et moi, tout de suite, j'ai trop kiffé et tout. Et quand on est rentré, dans les jours qui ont suivi, j'ai beaucoup mis les Beastie Boys à la maison. Ouais. Et après, ça a évoqué en nous un peu des souvenirs, tout de suite, on s'emballait. Beastie Boys, quoi. Ouais. Dans le cœur. Ouais, bah oui. Est-ce que je m'arrêterai pas sur les Beastie Boys? Mais si tu veux, carrément, moi je te l'annonce cash, j'ai absolument pas fait de recherche sur les Beastie Boys. Je les ai oubliés. Tu as oublié. Genre, je les ai... Ouais, non mais complètement, honte à moi. Donc en fait, les Beastie Boys, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de rap qui était actif entre les années 80 et 2012 très précisément. Et donc il est composé de 3 personnes, MCA, donc Adam Yauch, ça se prononce, Mike D, Michael Diamond, et Ad-Rock, Adam Horowitz. Et en fait, à l'origine, c'est un groupe de punk hardcore. Ok, ah ouais, c'est à ce point. Voilà. Et en fait, c'est quand il y a Adam Horowitz qui est arrivé, à ce moment-là, ils ont pris un virage un peu plus hip-hop, où ils ont commencé à rapper, ils ont commencé à faire ce genre de choses. Va savoir ce qui leur est passé par la tête. Déjà, ils viennent d'où, t'as dit? Quelle partie des États-Unis? Ah, je sais pas, je voulais même pas chercher ça. Juste en mode, peut-être que s'ils viennent de New York, tu vois, si tu traînes. Peut-être, ouais, mais. À chercher dans les bacs des vinyles, je sais. Mais ouais, à l'origine, c'est un groupe de punk hardcore et j'ai écouté leur premier truc et c'est du punk hardcore, quoi. Originaire des quartiers de Manhattan et de Brooklyn à New York. Alright! J'ai trouvé! Évidemment. Donc évidemment. Tout est cohérent, tu vois, je dis. Voilà. Ils entraînaient, ils s'en trouvaient, chez les disquaires et voilà. Parce qu'apparemment c'est à l'arrivée d'un des membres qu'ils ont pris ce virage, mais en même temps ce membre-là, lui, il est toujours c'est toujours un mec plutôt rock, quoi. Enfin, bref, peu importe. Il y a pas de corrélation en fait entre les deux, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon. Et en fait, ils ont connu un petit succès en 83. Oui. Avec un morceau qui était déjà un peu rap et rock. Okay. Mais c'est un petit succès, on va dire local, tu vois. Okay. Et finalement, ils ont été repérés par une maison de disques. Ils ont sorti leur premier album, qui était Licensed to Ill, en 86. Ok. Et donc, c'est déjà très orienté aussi rap rock, quoi. Ça rap et ça rock. Waouh! Et en fait, c'est en 89, ils ont sorti un deuxième album, Paul's Boutique, sur lequel on retrouve Looking Down the Barrel of a Gun. Et en fait, comparé à leur premier album, c'est un album un peu plus créatif, on va dire, dans le sens où le premier était un peu commercial. Enfin, il avait connu en gros le succès commercial, et il était commercial en soi. Mais le deuxième, ils sont revenus plus en mode, on va faire un truc qui nous tient plus à cœur, on va dire, qui est plus proche de d'autres trucs, quoi, on va dire. Et de nous, tout simplement. Oui. Et en fait, c'est sur cet album que je voudrais m'arrêter, parce que c'est celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai écoutés. Ouais. Et là, je me sens coupable parce que j'ai tellement pas écouté les Beastie Boys cette semaine. Du coup, là, dans ma tête, j'ai même pas les titres et tout. Je suis en mode, voilà, prépare-toi, Marie. Mais non. Elle va te dire, ouais, ce morceau, et toi, tu vas être là. Ok, alors que je réécoute parce que je connais pas les titres. Mais non, pas spécialement, mais c'est sur cet album aussi qu'il y a pas mal de... Ou encore, c'est l'art du sampling, en fait. Ils ont énormément samplé. Ouais. Mais il y a peut-être... je crois que j'ai regardé une interview d'un mec qui disait il y a plus de 150 morceaux.
sur tout l'album. Il y a quoi, il y a moins de 16 titres sur cet album. Enfin, c'est... Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Voilà, et par exemple, pour le titre The Sound of Science, ils ont utilisé 4 titres des Beatles. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est un peu abusé, là. C'est un peu abusé, sachant que derrière, ils se sont fait poursuivre en justice par les Beatles, et que leur réponse a été « Mais qu'est-ce qu'il y a de plus cool à se faire poursuivre en justice par les Beatles ?» Voilà. Mais surtout de mettre 4 morceaux d'un même groupe dans une même chanson, c'est abusé un peu. Mais c'est dur à l'entendre, on va dire. Parce qu'en fait, ils ont tellement samplé, ils ont modifié. Ouais, d'accord. Ouais. Mais bon, c'est pas tombé quand même dans l'oreille d'un sourd des Beatles. Okay. Voilà. Ils ont bien joué le jeu, quoi. Ouais. Et après les Beastie Boys, j'ai pas fait plus de recherches que ça, parce que je me suis arrêtée vraiment sur l'album qui, pour moi, est vraiment top, Paul's Boutique. Voilà. C'est le plus brut pour moi. C'est... Ouais, mais le nom me parle, donc j'ai dû l'écouter. Ah ouais, on l'a écouté, c'est sûr. Ouais. Mais j'aime bien celui-là parce qu'il est très... Ouais, c'est ça, brut, on va dire. Beaucoup plus... Ouais, j'ai pas d'autre mot que brut, en fait. Qu'est-ce que t'entends par brut? Bah, il est moins lisse que le précédent, par exemple, ou que les suivants. Il y a un truc beaucoup plus viscéral, j'ai l'impression. Que vraiment, ça vient des tripes, que ça hurle, tout ça. Ah oui, pour moi, c'est ça, les Beastie Boys. Ça hurle! Ça hurle! C'est ça vient des tripes. Bah, il rappe en hurlant, quoi. Ouais. Mais comme beaucoup de gens de cette génération, on va dire. Ouais. Bah, je sais pas, parce que t'as dit que c'était quoi, 83, 87? Cet album-là, c'est 89. Et leur premier succès, c'est 83, et premier album, 86. Ok. Parce que, justement, dans ce truc de ces viscères... Enfin, comment dire, c'est... Ça vient des tripes? Ouais, ça vient des tripes. Moi, je ferai le parallèle avec toutes les recherches que j'ai fait, qui sont juste essentiellement au Japon. Où justement, ce que j'ai remarqué, parce que moi, je vais vous parler plutôt de rock japonais, c'est que le rock japonais que j'apprécie, c'est un rock qui est très énergique et qui donne de l'énergie, et quand ça gueule pas parce que c'est dépressif ou parce que c'est je sais moi ça gueule, mais parce que ça a envie de te réveiller, quoi. Ça a envie de te donner du punch, ça a envie de te donner du peps. Est-ce que je peux le dire? De quoi? We are fighting dreamers. Oui, non, mais tu peux complètement. Non, mais voilà, j'ai réalisé que c'est des morceaux, c'est des groupes, ils font de la musique, vraiment pour te donner de l'énergie, quoi, pour te réveiller. Et j'ai pas arrêté de faire des parallèles avec d'autres groupes de rock qui étaient populaires à la même époque, mais plutôt du côté des États-Unis. Et je comprends maintenant pourquoi j'aime pas, parce que ce rock-là américain, il est très mélancolique, dépressif, romantique, ou énervé, oui, et en fait quand ça crie, mais tu sens que c'est genre c'est de la rage, c'est de la colère, c'est le cri du cœur, on va dire. Ouais, voilà, c'est là que tu vas avoir les tendances justement grunge, hardcore, metal, enfin j'en sais rien, pour aller plus loin, quoi. Mais il y a vraiment ce truc de allô maman, à l'aide, je suis en train de mourir, quoi. Et c'est pas ça que moi que j'apprécie dans le rock. Moi je veux un rock qui me dynamise, qui au contraire qui me mette de bonne humeur. Et ça je le retrouve du côté de l'Est de l'Asie, au Japon. Oui, parce que du coup, en fait, après cette conférence, on est rentré, on a écouté les Beastie Boys, tout ça, mais je sais pas pourquoi, à un moment, on a une conversation sur « Ah, ça me rappelle trop un générique de Naruto ». Oui, alors, parce que c'est un peu ça le cœur pour moi de l'épisode, quoi. C'est là où on s'est affolé, on s'est plongé vraiment dans nos souvenirs de collège, quoi. Ah oui, mais... Et du coup, les génériques de Naruto, on a parlé... Enfin, je crois que le morceau dont on a parlé, c'est surtout celui Heroes Come Back, du groupe Nobody Knows, qui est un groupe de hip-hop, lui, de base. Mais ce morceau, Heroes Come Back, il est paru en 2007 au Japon, à un moment où énormément de groupes japonais, que ce soit rock ou hip-hop, sortaient tous un morceau rap rock, finalement. En 2007 autour de 2000. Moi, j'ai noté que j'ai l'impression que 2007, c'est l'épicentre du genre rap rock au Japon, surtout, en particulier, tu vois. Parce que même, en 2006, on a le groupe, de Visual Kei, pour ceux qui connaîtraient pas le terme, c'est juste un style de rock japonais, mais avec une esthétique très
très travaillé, très lisse. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir avec du rap rock pour le coup, mais on a quand même un groupe qui s'appelle LMC qui a sorti un morceau très dans le registre quoi, rap rock en 2006. C'est vrai. Mais c'est avec leur morceau Rock the LMC. Ah, c'est vrai, j'aimais trop ce groupe. Alors du coup, moi je pensais aimer ce groupe jusqu'à ce que je réalise qu'il y a que cette chanson que j'aime en fait. Et parce qu'elle tombe dans la catégorie de ce style musical que j'apprécie, que j'adore même en fait. Et donc LMC, pour anecdote, c'était composé donc de Maya, qui était un ancien guitariste de Miyavi. Je sais même pas. Très populaire rocker japonais du Visual Kei, et Aiji, un ancien guitariste du groupe Pierrot. Là par contre, je m'y connais moins en Visual Kei, donc je ne connais pas ce groupe. Mais si tu écoutes aujourd'hui leur dernier album qui s'appelle LMC Future Sensation, qui était sorti en 2017, leur style, c'est un style pop rock typique, ou électro rock comme ils aiment même définir leur style quoi. Mais voilà, moi j'ai surtout remarqué que il y a eu un moment, genre 2007, où tout le monde faisait du rap rock quoi, au Japon. Ouais. Et du coup, j'ai bien été servie quoi. Ouais. Et aussi, si tu faisais du rap rock, j'ai l'impression, t'avais un ticket direct dans les studios qu'on produit le dessin animé Naruto Shippuden, et tu pouvais avoir ta chanson en opening ou ending, générique de début ou de fin de l'animé quoi. C'est un peu tous les génériques d'opening de shonen comme ça, genre Naruto, One Piece, Bleach, tout ce que tu veux, il y a toujours un morceau comme ça, genre hyper punch, hyper dynamique, qui te donne la pêche quoi, tout simplement. Ouais. La plupart des groupes dont je vais vous parler, ils ont tous fait. En fait, ils ont tous fait. Il y en a pas un qui passe un opening, un ending, voire plusieurs, soit de Naruto, soit d'un autre animé qui vient aussi beaucoup, qui revient, c'est Code Geass. Tu vois. Ah, ok. Alors j'étais un peu surprise, je pensais pas, mais oui. Et Bleach. Et pas du coup One Piece, non, j'ai pas vu, pour le coup. Peut-être que, je sais pas, peut-être plus tard aussi One Piece. Peut-être, voilà. Est-ce que toi tu allais parler d'un groupe japonais en particulier peut-être ? Peut-être, je voulais juste... Ouais, donc en fait t'as raison, c'est vraiment 2007. Ouais, ok. Parce que je vois aussi dans mes petites recherches, j'ai fait des recherches sur un groupe. Je me suis replongée dans un groupe que à l'époque il m'avait beaucoup marqué, c'est celui qui a fait les deuxièmes opening et ending de Death Note. D'accord. Et ce groupe-là, c'est Maximum The Hormone. Ah non, on connaît pas. Maximum The Hormone, c'est un groupe plutôt métal, honnêtement. Ok. Ça, c'est plutôt métal dans les instruments, mais ils ont un chanteur qui a tendance à avoir un flow de paroles proche de celui d'un rappeur. Et en fait, ça m'avait beaucoup plu, parce que déjà, à l'époque, j'étais déjà un peu fan de ce qui est rock, un peu métal, un peu ce genre de choses. Donc ça m'avait beaucoup plu, et ils ont sorti un album en 2007 que j'ai adoré, c'était Bui Ikikaesu. Voilà. Bui Ikikaesu. Voilà. Et en fait, tout l'album est génial, et c'est sorti en 2007, bizarrement. Tu peux redire le nom du groupe ? Maximum The Hormone. Ok. Maximum d'hormones. Ok. Voilà. En fait, ils ont une batteuse. Et d'ailleurs, tu disais ça se rapproche du métal, et j'aimerais peut-être revenir sur mes mots tout à l'heure quand je disais le rock américain dépressif, un peu mélancolique, romantique. C'est peut-être vrai pour le pop rock, ou le grunge, ou le rock de manière générale, mais je suis pas sûre que ce soit vrai pour le métal, donc je retire mes propos, parce que le métal, c'est vrai que parfois, justement, je me demande si c'est pas un genre qui se rapproche du rap rock. Je sais pas, parce que ça crie, mais il y a un côté un peu je vais réanimer les morts quand même. Et c'est un peu j'ai l'impression que cherchent à faire les rockers japonais, tu vois. Je vais réanimer les morts. Je vais réveiller les morts, quoi. Il y a un peu ce truc genre réveillez-vous, quoi, genre moi c'est ce que j'apprécie dans ces musiques là. Après et quand tu as parlé de Maximum The Hormone. Ouais, Maximum The Hormone qui se rapprocherait d'un registre métal, ça m'a fait penser de suite à Nobody Knows. Il y a un des membres, je ne sais pas lequel malheureusement, qui a une voix très grave. Un peu rock. Rock, et genre... le gars, il est fait pour chanter dans un groupe de métal, c'est dingue.
Et ben c'est exactement pareil que le chanteur dans Maximum The Hormone, qui a une voix très rauque et qui peut faire des trucs vraiment de métal s'il veut, mais qui peut faire des trucs de rap s'il veut aussi. C'est ça, voilà. Et c'est son frère. C'est son frère, c'est obligé. Son frère, je sais pas. Mais ouais, bah et bizarrement, c'est ce que j'apprécie le plus dans ce groupe. Ouais. Enfin, dans ce morceau même. Heroes Come Back. C'est quand ce gars arrive avec sa voix hyper rock, hyper métal, j'ai envie de dire, quoi. Complètement, ouais. Et qui fuse parfaitement avec le groove, le registre hip-hop, quoi, de la chanson. J'adore. Enfin, les deux se combinent très bien. Et je me demande, tu vois, si ce rap rock à la japonaise, ce serait pas genre la descendance idéale du punk rock comme il a été au départ, quoi. Enfin, parce qu'après dans le punk rock il y a quand même des divers styles, tu vois. Pour moi il y a deux groupes types références, c'est The Clash ou The Ramones. Ouais. Moi, si tu me dis tu préfères quel groupe, Clash, je vais répondre The Clash. Clash, tu réponds The Clash. Ouais. Parce que c'est dynamique, ça réveille, il y a beaucoup de rythme. Ça saute, tu vois, quand t'écoutes. C'est un peu énervé. Ouais. Mais c'est pas mélanco, romantico-dépressif. Là où The Ramones, moi je les sens partir là-dedans un peu. Et parfois il y a un peu des sons un peu plus lissés, synthétiques, où tu sens qu'ils ont inspiré les futurs groupes de post-wave, en fait. Ok. Moi, j'avoue, je crois que j'ai jamais écouté une chanson des Ramones. Si, forcément. Une ou deux, justement, celle qui est en story, là. Hey! Oh! Let's go! Mais justement, c'est gentillé, tu vois. Moi, j'aime quand c'est un peu plus énervé, mais pas énervé juste parce que t'as l'impression que tu vas... C'est pas énervé parce que t'en veux à la planète entière et que tu vas te suicider ce soir. C'est énervé parce que genre allez les gars, faut qu'on se bouge, faut qu'on se réveille. C'est ce genre d'énervement qui m'intéresse dans le rock finalement. Ok. Et je le retrouve dans certains rock japonais, si ce n'est pas plutôt même le hip-hop japonais en fait. Je vois. Voilà. Ok. Voilà. Mais après pour revenir sur le métal. T'as plein de sortes de métal aussi qui peuvent être soit hyper méga dépressifs, ça va très très mal, soit aussi vraiment je suis vénère et je veux qu'on se bouge, et tu peux même avoir des groupes de métal random genre qu'il faut que des chansons sur la bière, parce que ça existe vraiment. Je m'en mettrai jamais. T'as un groupe de métal, ils ont fait 10 albums, ça parle que de bière, quoi. Bière, de meufs, et voilà. Non, mais comme quoi, je me suis jamais intéressée au métal parce que a priori, ça me touchait pas. Mais peut-être que, j'en sais pas. Bah, il faut tomber sur les bons groupes, je vais te dire. Parce que moi non plus, je suis pas très cliente de métal. Des fois, quand tu commences à crier, je dis, mais c'est bon, je suis là, j'entends. Voilà, non, mais c'est ça. C'est crier pour crier, ça m'intéresse pas, en fait. Il faut vraiment il faut qu'on travaille la rythmique derrière. Voilà. Voilà, apporte-moi un peu de son, quoi. De son, mais, enfin, du son, pas juste des décibels, quoi. Ouais. Non, on est d'accord. Justement, moi j'ai découvert un peu le rock japonais grâce à une amie. Je pense que je devais être en 3e à l'époque, honnêtement, et ça correspond à 2007. Comme par hasard. Et le premier groupe qu'elle m'a fait découvrir, c'est Orange Range, avec le morceau Astérisque, qui sert d'opening justement. Pas Naruto. C'est pas Naruto ? Non. Orange Range, c'est pas... Ah non, c'est pour Bleach. C'est Viva Rock, je crois. Ouais, non, tu as raison. C'est pas pour Naruto, mais bon, ça ne va pas très loin. Hein. Oui. De toute façon, ils ont aussi fait des choses pour Naruto. Oui, c'est Viva Rock, c'est le ending. Mais du coup, j'ai découvert par Astérix. Donc, Astérisque, pas Astérix. Qui sert d'opening à l'animé Bleach. Et je crois que c'était un peu... Je me rappelle avoir été vraiment genre agréablement surprise quand elle m'a présenté ce morceau pour la première fois. J'étais là, ah ouais, en fait ce genre de rock c'est possible, ça existe, c'est possible, quoi. C'était vraiment nouveau pour moi, quoi. J'avais jamais entendu de choses comme ça. Jusque là le rock limite ça m'intéressait pas en fait. Mais même si finalement c'est le premier groupe que j'ai découvert, ce n'est pas non plus mon préféré.
parce que si tu vois leur évolution, elle a quand même tourné vers un son très pop rock, un peu kitsch parfois, très éclectique, ils partent un peu dans tous les sens, c'est beaucoup dans l'expérimentation, j'ai l'impression, Orange Range au fur et à mesure des années, puisqu'ils font encore des choses jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même pour moi c'est quand même très pop rock, quoi, si je devais définir leur style. Ce qui est d'ailleurs marrant, puisque quand ils ont sorti Astérisque, c'était en 2005. Et d'ailleurs cette chanson s'est classée numéro 1 des charts. Elle est restée dans le top 20 pendant 22 semaines. Donc c'est pas rien. Donc c'était vraiment un succès commercial, ou même un succès tout court. Et en fait, la même année, au milieu de l'année 2005, il y a le batteur et un des membres fondateurs, Kitao Kazuhito, qui a quitté le groupe parce qu'il y avait des divergences d'opinion. Il trouvait que le groupe prenait un tournant hip-hop et s'éloignait du rock. Alors, c'est marrant du coup, parce que je me dis, je le vois pas du tout en fait. Je vois pas juste. Au contraire, pour moi, ils sont restés très rock, mais après, c'est vrai que. Et au contraire, ils se sont éloignés de ce style de rap rock. Que j'apprécie par exemple dans leur chanson qui s'appelle Michi Shirube. Je crois qu'ils l'ont sorti en 2002 ou enfin voilà, et qui a été un peu leur premier leur début, quoi, qui a signé leur début, et pour le coup là Michi Shirube c'est bien ce que j'aime écouter, quoi. Et je trouve que c'est entre c'est un rap rock, quoi. C'est entre j'allais dire le rap et le hip-hop. C'est entre le rock et le hip-hop. Là où justement, j'ai pas l'impression qu'ils ont évolué vers du hip-hop, mais plus vers un rock, mais peut-être pas le rock que lui il appréciait, tu vois, du coup. Si tu me dis qu'ils ont évolué vers du pop rock, c'est peut-être ça qu'ils... Ouais, parce que c'est très particulier. Hein. J'ai un peu survolé l'ensemble des albums à partir de 2006. C'est très très particulier. Il y a que leur dernier album Refine quelque chose qui est là j'apprécie, mais c'est genre leur dernier album. Et parfois c'est anecdotique, mais dans un album tu vas retrouver un morceau qui fait très rap rock. Mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est genre un morceau parmi 20 autres chansons dans un même album, quoi. Donc bon, voilà. Ils savent pas trop où ils vont, quoi. C'est ça. Et du coup je réalise, je me dis finalement Orange Range c'était bien pour me faire découvrir ce style, mais c'est pas vraiment un groupe que j'ai envie de suivre finalement, ni de redécouvrir particulièrement, quoi. Voilà. Donc ça fait un bon son pour toi, et après bon voilà, quoi. Et encore, même Astérisque, je me rends compte, c'était pas non plus une révélation, genre j'étais pas fan de la chanson, mais juste par contre, kiffé, quoi, sur le moment. C'est juste que j'ai découvert un nouveau style avec cette chanson que j'avais jamais entendu avant, quoi. Parce que c'était vraiment ce espèce de rock japonais, c'est pas le rock anglais, c'est pas le rock américain, c'est autre chose, quoi. Voilà. Par contre, il y a un autre groupe de rock que j'aime beaucoup, et toujours d'ailleurs, c'est Flow. Voilà. Dont j'avais eu l'album en 2010. L'album s'appelait Microcosme. Que j'ai réécouté du coup là pour l'occasion. Et c'est toujours aussi bien. Tu kiffes toujours? Le titre phare de l'album c'est Signe ou Sign, qui est aussi un générique de début d'animé. Pour l'animé Naruto justement. Et le titre il démarre comme un morceau un peu je dirais pop punk peut-être, parce qu'on retrouve très vite je sais pas, le style japonais typique avec des accélérations à la batterie, tu sais, genre des cymbales qui suivent là, enfin voilà. C'est pareil dans Calling sur le même album, et d'ailleurs en parlant d'accélération à la batterie, c'est vraiment typique, j'ai l'impression, du rock, je sais pas si c'est typique du rock japonais, mais j'ai l'impression. Alors d'un coup, il y a une espèce de... On accélère d'un coup avec la batterie sur les cymbales, tu sais. Une espèce de... Et tu vois, il y a une espèce de mouvement, et tu vois bien ça dans un opening où t'as Naruto qui est en mode esquive, tu vois, genre... Ou alors accélération des personnages qui courent, quoi. Enfin, ça, c'est... Toute l'énergie qu'on cherche dans un animé, dans le générique du début ça fait un peu comme l'adrénaline qui monte, quoi. C'est ça. Et mais voilà, on adore. Enfin, moi j'adore. Et alors justement, cette petite il y a une rythmique qui m'a surprise dans le morceau qui s'appelle Ennemi, qu'on retrouve à 2 minutes et à 3 minutes dans le morceau, et pour moi qui est le même rythme de batterie qu'on retrouve dans le générique des Super Nana. Ah, ok.
Et du coup, j'étais là en mode, wait, 2 secondes. Est-ce que c'est pas le même passage, en fait? Comment ça se passe? Voilà. Bah, tu me diras, c'est juste un rythme de batterie, donc bon, on peut pas vraiment dire qu'on a volé samplé non plus. Ok. Donc c'est très marrant. Enfin, j'ai beaucoup aimé réécouter cet album. J'ai même écouté tout ce qu'ils ont fait en termes d'opening, ending, que ce soit pour Naruto, pour Code Geass également. Franchement, j'aime tout. Après, je dirais pas que c'est du rap rock, ce qu'ils font, même s'ils rentrent dans la catégorie des artistes qui ont fait des endings et openings pour les shonen des années 2000. Voilà. Et par contre, dans leur album, j'ai quand même noté, c'est la chanson Union, Union, qui reste dans une catégorie rap rock, quoi. Ouais. Et Planétarium, c'est une très très belle chanson. Ah oui. À savoir aussi. À savoir. Voilà. Ok. Je regarde si j'ai des choses à dire sur vous. Sur Flow. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai pas du tout suivi ni ce qu'a fait Orange Orange, ni ce qu'a fait Flow, parce qu'à l'époque, j'étais déjà pas fan spécialement de ça. Enfin, j'aimais bien les openings de Naruto, les endings aussi, mais ça va pas plus loin que ça pour moi, quoi. J'ai jamais été fan. Pourtant, j'aimais bien le rock quand même déjà à l'époque, mais ça m'a pas... Bah, tu vois, moi, dès que je découvrais un nouveau groupe, je me posais vraiment la question, est-ce que j'aime pas, parce que je trouve, il y avait quelque chose dans le rock japonais que je trouvais pas ailleurs. Quand One Ok Rock, ils ont fait leur apparition aussi, j'ai eu un moment où ils m'ont plu. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me dis non, finalement, c'est pas vraiment mon style, mais il y a toujours quelque chose qui me plaît finalement dans le rock japonais, que je trouve pas dans un autre genre de rock. Je vois. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant chez Flow, c'est qu'ils ont collaboré avec un groupe de hip-hop qui s'appelle Homemade Kazoku, sur une chanson qui s'appelle Night Parade en 2007, comme par hasard. L'année charnière. C'est l'année, comme par hasard, on collabore, un groupe de rock collabore avec un groupe de hip-hop. Là, on peut pas faire mieux. Oui. Et en fait, c'est pas n'importe quel groupe de hip-hop, puisque c'est eux aussi, ils ont réalisé une chanson pour le générique de fin de Bleach. Ok. Et pour un générique de fin de Naruto. Et une chanson qui a été le thème du film Naruto. D'un film Naruto, ok. Puis le 17e générique de fin de Naruto. Eh ben... Non mais en fait c'est des groupes, ils ont été sponsorisés par Naruto je pense, toute leur vie, quoi. Ah mais ouais, voilà, c'est limite s'ils faisaient pas des musiques pour Naruto, en fait. C'est y a pas loin. C'est les compositeurs officiels, tu vois. Et du coup, j'étais agréablement surprise de découvrir ce groupe, parce que c'est génial, Homemade Kazoku, en fait. Ah ouais. Alors, je connais pas du tout. C'est un groupe de hip-hop, pour le coup, mais j'ai écouté tous ces fameux génériques opening pour Bleach et Naruto, et tous m'ont plu et convaincu. Ouais. Donc on a Thank You, où ils disent beaucoup arigato, du coup, dedans. Non. On a Nagareboshi ou Shooting Star. On a No Rain, No Rainbow. Et Freedom. Ok. Voilà. Donc ça s'étend entre 2007 et 2011, je crois. Oui. Ok. Je connais pas du tout. Mais ça a l'air cool de ce que tu me dis. Oui. Enfin, moi, c'est ma tasse de thé pour le coup. C'est ta tasse de thé pour le coup. Je vois. Peut-être que ça se rapproche un peu de ce que fait Nobody Knows, ce que j'étais en train de me dire. Parce que Nobody Knows, ils ont beau faire un peu rap rock, c'est plus une base hip-hop quand même, non? Oui, d'ailleurs j'ai écouté leur dernier album, je sais plus le nom, et j'ai vibé tout le long, quoi. T'as vibé. C'est du hip-hop qu'on aime. Ouais. Qu'on aime chez Contre Label. Ouais. Je vois. Par contre, ils étaient 6 membres, je crois, Nobody Knows, peut-être 3 à l'origine, et il y en a un qui a quitté le groupe en 2007, c'est G-Tone. Ils sont 6, mais 3 à l'origine. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, ils sont 5. Apparemment. Ok. Ouais, faut suivre. Mais c'est un peu des vieux de la vieille aussi, Nobody Knows. Parce que tu regardes leur date de naissance, tous, c'est fin 70. Ah ouais. Enfin, c'est entre 72... Le plus vieux, il est né en 72. Et le plus jeune, il est né en 80. Donc c'est un peu des vétérans. Mais
maintenant que tu me dis ça, je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé un petit peu qui était Nobody Knows Plus, parce que c'est Nobody Knows Plus, pardon. Ouais. Mais bon, on peut dire Nobody Knows. Et effectivement, ils avaient déjà un peu de bagage, quoi. Comparé à des groupes comme Flo, qui étaient un peu neufs, on va dire. Bah, le groupe, il s'est formé qu'en 99, mais il a vraiment... mais il a fait son premier album, Do You Know, en 2004 seulement. Ah. Donc je pense que ça a pris du temps, en fait, peut-être à se former, à se faire leur groupe, quoi. Ouais. Jusqu'au premier album. Ouais. Et anecdote, en 2011, on a un des membres qui est Norida Funky Shibire Sasu. J'adore ce nom. Qui a commencé une carrière en lutte professionnelle en parallèle. Ok. Et il se serait arrêté après avoir perdu contre Daisuke Kanehira. Oh non, en 2018. Non. Voilà, Là. Il a perdu un titre, je ne sais lequel. Voilà. Continuez d'écouter pour plus de lutte. Voilà. Mais bon. Mais eux, ils continuent leur musique, hein, je crois. Ouais. Eh bien. Ouais. Par contre, je cherchais un peu, est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux? Pas tellement, quoi. Genre, je crois qu'ils ont un compte Instagram, mais si c'est le bon, il y a que 1700 followers, et ça fait un peu pleurer, quoi. Genre, après, je me suis dit, est-ce qu'ils sont oubliés? Est-ce que c'est pas parce que c'est pas la bonne génération? Qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais, mais c'est aussi des Japonais. Et tu sais qu'ils ont leurs réseaux sociaux. Ouais, mais je crois que Orange Range, par contre, en parallèle, par exemple. Parce que Orange Range, par contre, c'est un groupe, je crois qu'au Japon, c'est un vrai phénomène. Toujours. Parce que, vu déjà le nombre d'albums qu'ils ont produits, c'est dingue. Ils ont pas eu de période vide, quoi. Ah ouais. Non. Toujours à produire des albums. Toujours, et je pense qu'ils ont une vraie communauté qui les suit. Ils ont encore sorti des trucs l'été dernier avec des clips. Enfin, c'est vraiment, c'est un vrai groupe qui est présent, qui est ancré, j'ai envie de dire, dans l'industrie musicale là-bas. Tu vois, ils ont 36 000 followers, Orange Range. C'est déjà pas la même chose. Ouais. Là où d'un coup, un groupe où moi je mets au même niveau et que je préfère même, Nobody Knows, ils ont que 1700 followers. Alors, c'est un peu... ils ont peut-être juste pas pris le virage Instagram. C'est ça, je pense que il y a pas le même phénomène derrière. Orange Range a une vraie notoriété, là où Nobody Knows l'a pas, mais je pense que ça veut pas dire qu'ils sont moins bons, c'est juste qu'ils ont pas la même ambition, en fait, en termes de groupe, quoi. Et qu'en même temps, après, c'est une image aussi différente qu'ils ont, peut-être aussi. Oui, puis je te dis, c'est pas la même génération, enfin voilà, quoi, il y a beaucoup de choses. Exactement. Beaucoup de choses. Exactement, mais je me souviens qu'effectivement, quand il y a eu le premier opening de Naruto Shippuden, donc c'était Heroes Come Back, mais j'étais folle, hein. J'ai trop aimé. Pourtant, je suivais déjà Naruto en scan à l'époque, donc je savais ce qui se passait, mais quand j'ai vu ce générique, j'étais folle. J'étais in love de la chanson. Mais alors, faut savoir que moi, en plus, j'ai jamais regardé Naruto. Vraiment, j'étais une grosse fan à l'époque. Moi, j'ai jamais regardé Naruto, je n'ai jamais ouvert un manga de Naruto, je suis inart, je ne connais rien sur Naruto. Je sais juste qu'il y a une meuf avec des cheveux roses qui s'appelle Sakura. Waouh. Et je sais juste qu'il y a un gars qui a un masque sur la tête aussi noir, là. Enfin, je sais, moi. Je connais rien. Genre, absolument rien. Même quand ça passait à la télé, j'ai dû regarder un épisode par curiosité une fois. Et c'était tellement long, les combats, comme regarder un épisode de Dragon Ball, que j'étais là en mode, oh putain, il faut que je regarde tout depuis le début, sinon je vais rien comprendre. Et je n'ai jamais fait. Ça m'a jamais parlé, pour le coup, tu vois. Alors, autant la musique, elle me parlait de ouf, parce qu'en fait, j'aime presque tous les groupes qui sont en soi qui ont utilisé une musique, une de leurs musiques pour l'animé, mais l'animé non. Ouais. Voilà. Ah, mais en plus avec Naruto j'étais folle à l'époque parce que c'était les personnages avaient grandi, ils avaient changé de design. Oui. Et ils avaient des tenues, j'aimais trop. Ah oui. J'étais à fond, je voulais trop faire mais justement, moi j'ai jamais rien compris aux tenues de Naruto, je trouvais ça trop bizarre, ça me parlait pas du tout. Moi j'aime trop. C'est quoi leur délire avec la plaque métallique sur le turban là. Ça c'est abusé ça. Non mais même l'espèce de tenue militaire avec un grand col, je comprenais pas, moi j'étais là, je comprends rien. Et puis pourquoi il est orange avec les cheveux jaunes, lui il me perturbe et il a des trucs sur les joues. Je te jure, j'étais tellement pas convaincue par Naruto, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ouais, alors que moi j'étais vraiment à fond. Ouais, je pensais pas, c'est marrant. Voilà. Mais moi, à l'époque, j'étais aussi à fond sur un autre truc. Ouais. J'étais à fond sur un jeu vidéo qui s'appelait SSX3. Je connais pas. Alors, SSX3, c'est un jeu de snowboard qui est sorti en 2003. Ah, si, je dois peut-être connaître. Oui, en plus, si tu veux, on peut y jouer, il est juste là, en bas. Et en fait, j'étais vraiment... Ah, mais si, je crois que j'ai dû y jouer. Bah ouais, non, mais c'est un peu un classique de cette époque. Parce que je sais qu'il y a un jeu de snowboard où j'adorais custom les planches de surf. Là, de snow, pour le coup. Oui, si on peut. On peut custom les planches.
Et c'est peut-être pas ce jeu-là. Mais en tout cas, j'étais très 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 fan de ce jeu. Et c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de toute ma vie. D'accord. Je pense, parce qu'il n'y a pas de compteur, mais voilà. Mais en fait, ce que j'adorais dans ce jeu, au-delà du snowboard, c'était qu'on pouvait vraiment... C'était très personnalisable, en fait. Donc tu pouvais personnaliser ton personnage avec ses tenues, avec sa board, mais tu pouvais aussi personnaliser la radio fictive du jeu, parce que t'as une radio fictive, en fait. D'accord. Et il y a une liste de chansons, et dans ces jeux-là, à l'époque, c'était hyper important, Mais c'est intelligent, la bande-son. Non, mais c'est hyper intelligent. Ah, mais ouais, mais... Moi qui suis tout le temps perturbée par les musiques dans les jeux vidéo. Après, tu pouvais personnaliser, mais au bout d'un certain temps. Hein, quand tu gagnais des compétitions, quand tu faisais des trucs comme ça. Oui, c'était limité, j'imagine. Mais c'est quand même cool. Mais bon, comme t'arrives vite à avoir plein de monnaies virtuelles, de toute façon, tu peux vite personnaliser, quoi. Et ça se voit que t'étais geek, hein. Non, mais j'y ai passé des heures. J'étais malade, quoi. Je l'ai recommencé 2-3 fois, j'ai fait tous les personnages, parce que t'avais plein de personnages à personnaliser. T'avais une gothique, t'avais une meuf en mode kawaii, donc j'ai passé tout le temps dessus. Enfin, t'avais plein de gens, que t'avais un mec métalleux. C'est peut-être pas ce jeu auquel j'ai joué, du coup. Mais j'étais à fond. Et oh là là, pardon. Et en fait, dans ce jeu, donc je disais, on pouvait personnaliser la radio fictive, et je disais que en fait dans ces jeux-là à l'époque c'était hyper important d'avoir une bonne bande son. Je sais pas si tu vois, mais à l'époque on faisait vraiment beaucoup de jeux vidéo de sport de glisse. Oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai pensé avoir joué, mais ça devait pas être lui, ça devait être un autre. Ouais, bah oui, voilà. Comme il y en avait plein à l'époque. Et de roller. Ouais. Et il y avait beaucoup de jeux de skate, par exemple. De Tony Hawk, Professional, ou je sais pas quoi. Et donc, en fait, je connaissais vraiment la bande originale par cœur. Et en fait, dans cette bande originale, c'est beaucoup de rap et de rock qui se mélangent. Et tu sais dire quel groupe, du coup ? Par exemple, on retrouve It's Tricky de Run DMC. Ouais. Donc Run DMC, c'est un groupe de hip-hop, plutôt. Tricky. Voilà. Mais en fait, derrière, il y a de la guitare électrique. Ouais. Je m'en étais jamais rendu compte, mais il y a de la guitare électrique. Ouais. Et en fait, il y a une chanson en particulier qui m'a interpellée. C'est Rockstar du groupe N.E.R.D. Donc Nerd. Ok. Voilà, c'est le premier groupe de Pharrell Williams, en fait. Ah, ok. Voilà. Je crois que ces derniers jours, j'étais à fond à Pharrell Williams. Et en fait, nerd, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire No one ever really dies. Voilà. Okay. Et en fait, donc c'est un groupe composé de Pharrell Williams et de son acolyte Chad Hugo et d'un troisième membre, Shay Haley. Et en fait, ils sont actifs depuis 1999. Ils ont juste fait une pause entre 2005 et 2008. Et donc leur premier album, c'est In Search Of, qui est sorti en 2001, on va dire. Parce qu'il y a un petit micmac avec cet album. D'accord. Donc c'est vraiment un album qui mélange rap, rock et électro, un petit peu par-ci par-là. Rock'n'roll, non. Non, parce qu'on a déjà dit rock. Électro, ok. Ouais, et il y a un peu d'électro, ouais. Et en fait, à l'époque, Pharrell Williams et son acolyte Chad Hugo, ils forment The Neptunes, qui est un duo de producteurs de plutôt hip-hop, on va dire. Ils ont fait des sons pour Jay-Z déjà à l'époque, par exemple. Ouais. Donc en gros, ils sont un peu déjà à la place, ce qui leur permet de sortir un premier album sous le nom de N.E.R.D. avec un troisième membre, on va dire. Et en fait, cet album, In Search Of, il est sorti en 2001, je le dis, mais il est ressorti en 2002. Ok. Et en fait, il y a une grosse différence entre les deux, c'est que la version de 2001 est surnommée la version électronique, parce qu'en fait, quand ils ont fait cet album, ils l'ont fait en mode comme ils avaient toujours fait avec The Neptunes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se reposaient beaucoup sur le numérique. Ils ont sorti leur truc et tout, ils se sont dit merde, en fait ça va pas, on va refaire l'album entièrement. Et en fait, c'est les mêmes chansons, sauf que l'instru, elle est jouée cette fois par un groupe de rock. Et en fait, ça change tout. Et c'est quel album, tu dis, comment il s'appelle ? In Search Of. In Search Of. 3 petits points. Voilà. C'est intéressant, ça. Ouais. Parce que du coup, ils étaient pas convaincus par l'instrumentalisation, quoi. Ouais, en fait, ils avaient ce désir de faire... d'avoir une autre manière de travailler que ce qu'ils avaient toujours fait, en fait. Et c'était vraiment pour avoir un son beaucoup plus rock et beaucoup plus brut. Ouais. On va dire. Moins lisse, quoi.
C'est le seul truc que je peux dire moins tout le long. Synthétique peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je me répète beaucoup dans ce que je dis. C'est brut, c'est moins lisse. Je vois. Et il y a un peu aussi des vibes... C'est marrant ça que tu dises du coup qu'il y a un peu d'électro. Parce qu'Orange Range, finalement, il y a aussi un peu d'électro. Je te dis que c'est pop rock parce que c'est ma vision de leur son. Mais en fait, c'est un rock qui a parfois, par moment, il y a de l'électro, bizarrement. Et Flow aussi, c'est un groupe de rock, mais qui est quand même qui utilise beaucoup de sons électroniques. Je vois. Donc c'est je vois. Mais l'électro chez Nerd, c'est beaucoup plus ça sonne plus futuristique en fait. C'est très bizarre en fait leur musique. Faut être vraiment client. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup c'est ce qui me plaît chez Flow. C'est qu'il y a vraiment un truc futuriste dans leur son. Après je sais pas, honnêtement je saurais pas contrairement à Orange Range où ils ont juste sorti des sons électro pour le délire quoi. Tu vois, genre d'un coup tu sens qu'ils ont une panel d'instruments autour d'eux et qu'ils piochent un peu. Selon leur plaisir. C'est pas mal ce truc. Ça je te dis c'est très éclectique comme son Orange Range. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber dès que tu cliques sur play quoi. Je vois. Tu sais pas. Tant que t'as pas cliqué sur play, tu peux même pas te dire comment ça va sonner. Non. Et ça peut être la mauvaise surprise. Ouais, beaucoup même. Franchement, parfois je me demande mais pourquoi ils ont fait ça. Mais tu vois, chez Nerd aussi, tu cliques, c'est pas trop ce que tu vas avoir, mais tu vas avoir un bon truc. Mais c'est vraiment, c'est très étrange comme son. Je vais écouter, tiens. Tout de suite là maintenant? Non, mais je vais écouter quand même. Non, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, pour revenir à notre point de départ où je parlais encore de la conférence de Pascal Montfort, où il faisait le lien entre musique, mode et skate, et Pharrell Williams, il est un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire que d'un côté, il a ce côté rock, où il prend vraiment un groupe de rock pour faire son truc. D'un côté, il évolue dans un milieu vraiment hip-hop, il produit des artistes hip-hop, il a grandi là-dedans, et en même temps, il s'habille avec des fringues de skater. Oui, d'ailleurs, je vois qu'il a d'autres noms. Je l'avais jamais vu sur sa page Wikipédia. Il se fait appeler Pharrell, mais aussi Skateboard P et Skateboard. Ouais. Avec un 8. Juste ça. Alors, non mais... Et je vois. Jusqu'à, il a été créé la marque Billionaire Boys Club avec Nigo, qui est le fondateur de A Bathing Ape, tu sais. Bape, oui, Bape. Ouais, voilà, peu importe comment on dit. Et c'est vraiment éclectique quoi comme groupe façon, et comme personnage. Pharrell Williams ça se sent, ça se ressent, c'est quelqu'un de curieux et qui essaye des choses différentes juste par le fait qu'il ait collaboré avec Daft Punk quoi. Ouais. Non mais c'est vrai que ce mélange de genres quand c'est bien fait, ça donne des tueries quoi. Non mais complètement ouais. Et c'est vrai que finalement je suis un peu bête de pas avoir repensé aux Beastie Boys parce que c'est un peu le meilleur exemple quoi. Ouais, complètement, ouais. Je suis en train de réfléchir. J'étais tellement dans mon truc de recherche sur le rock japonais que j'en ai oublié les Beastie Boys, quoi. Alors, ouais. Et en plus, pour revenir aux Beastie Boys, vraiment ce qu'ils ont fait, Paul's Boutique, qui est sorti en 89, mais t'écoutes le truc, tu dirais pas que c'est un truc de 89, quoi. C'est complètement avant-gardiste, en fait. Oui, ça aurait pu sortir aujourd'hui. Ouais. C'est intemporel, et pour l'époque, tu te dis, mais les gars, ils ont dû... Non mais c'est marrant. Voilà, on a fait un peu un épisode retour en arrière. Ouais, complètement, ouais. Retour sur nos goûts. C'est vraiment comment nos goûts ils se sont façonnés, on va dire. De l'époque, mais qui finalement se concentrent dans un registre qui serait rap rock, quoi. Ouais. Mais en plus ça tombait au bon moment parce qu'on était au collège. Ah oui, non, ça tombait parfaitement. Hein. Et c'était la grande époque du rap rock. Aujourd'hui, 2007, c'est vraiment l'époque où justement on était tous en mode on se cherchait, quoi. Troisième, voilà, c'est pile le moment où tu te cherches, où tu veux marquer ton identité. Ouais. Non, ça tombait parfaitement. Et d'ailleurs, juste à l'époque, j'étais déjà fan d'un groupe plutôt de rock. Avec un chanteur qui a tendance à rapper. J'étais fan de Rage Against the Machine. Ah, punaise, attends, tu me parles du truc, je suis en mode, parce que je connais ça. je t'en ai parlé après les Beastie Boys, justement, parce que je te dis, ah là là, ça m'a tout de suite rappelé Rage Against. Mais, alors que les Beastie Boys, c'est un groupe de hip-hop, mais Rage Against, c'est plus un groupe de rock. C'est une fusion de métal et de rap avec des influences funk et punk, dit Wikipédia. Voilà, rap, rock, funk, métal alternatif. Je dis, tiens, on va écouter ça. C'est pas mal, ouais.
Moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup toujours. Hein, il y a moyen que j'aime, mais tu vois, si ça se trouve, ça fait encore partie des groupes où quand je tombais dessus, je devais me dire ah ouais, c'est vrai que c'est bien. Et puis comme c'était pas les groupes que mes potes préféraient, ou c'était pas les trucs que moi je passais mon temps à regarder sur internet, bah, j'ai dû passer outre, quoi. Voilà. Alors que moi j'aimais vraiment beaucoup Rage Against, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Bah, je pense savoir pourquoi, du coup. Cette fusion de métal et de rap avec des influences funk et punk. On peut pas faire mieux, en fait. Si, j'aimais bien le son. Mais là, j'ai envie de réécouter de suite, quoi. Mais tu vois, Fatboy Slim, j'aimais bien le son, mais je me suis pas arrêtée dessus, quoi. Mais bon, Rage Against, mais encore une fois, c'est des groupes qui étaient populaires dans une génération pour une génération qui nous a précédés. Parce que je vois qu'ils étaient années actives, c'était entre 90 et 2000. Un de leurs premiers morceaux, là, on voit qu'il est sorti en 93, mon année de naissance, et ils sont revenus sur la scène entre 2007 et 2011, donc c'était après le moment où nous, on a trouvé nos goûts, quoi. Ouais, moi j'aimais bien ce que je connaissais de Rage Against. En plus, c'était en 2006, 2008, 2007, 2008. Donc oui, ils étaient même pas reformés, pour te dire. C'est ça. Mais j'aimais bien, et personne autour de moi n'aimait bien. Juste un peu la seule dans mon délire. Oui, mais il y avait un peu de ça aussi. C'est-à-dire, si t'étais seule à écouter un truc, c'était un peu dur aussi. Peut-être, ouais. Mais j'ai toujours été fan, hein, fan. J'ai toujours bien aimé, quoi. Ça m'a collé à la peau, on va dire. Contrairement à Fatboy Slim, qui m'a passé dessus. Mais je sais pas si c'est vrai, parce que dès que j'achetais un album, je l'écoutais, et puis j'étais contente de l'écouter à la maison, hein, pas de problème. Mais c'est sûr que du coup, t'étais seule dans ton coin, dans ton délire, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, est-ce qu'on arrive à la fin de cet épisode, Clara ? Je crois. C'était bien sympa. Tu m'as parlé de groupes là que j'ai bien envie d'écouter. Bah ouais. Genre l'album In Search of, oui, de Nerd, donc dont un des membres est Pharrell Williams. Je vais quand même réécouter les Beastie Boys parce que c'est vrai que j'ai marqué une coupure sans m'en rendre compte. Tu les as mis au placard, les pauvres. Je vais écouter, Rage Against the Machine. Et puis moi, je t'invite à écouter au moins leur album Microcosme de Flo. Bah ouais. Et puis le groupe de hip-hop Homemade Kazoku. Oui, ouais, ça a l'air cool, ça. Et même le dernier album de Nobody Knows, parce qu'ils sont toujours bons. Ouais. Ils sont toujours bons. Voilà. Est-ce que du coup, oui, on se ferait pas une petite playlist ? Et voilà, c'est ce que j'allais te dire. Badadada. Une petite playlist, exactement. On adore faire des playlists ici. Ouais. Non, on va carrément faire une playlist rap rock du coup. Et comme d'habitude, on vous la partagera sur les réseaux. Donc on a notre Instagram, c'est contre-label. Pareil pour le Twitter. Exact. Notre site contrelabel.com et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Music, Spotify, Apple, je sais pas quoi, tous les trucs de podcast. Voilà. Voilà. Et si vous ne trouvez pas, vous faites un petit coucou, vous êtes pas là, et on s'y mettra. Voilà. On a une adresse mail aussi, mais bon. C'est vrai. Vous pouvez toujours nous écrire si vous voulez en perso. Ah oui, il y a YouTube. Ouais. Vous pouvez drop des commentaires, partager. Donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous le pouvez. Parce que comme d'habitude, on le dit à chaque fois, mais ça aide au référencement. Et donc si ça aide au référencement, on va se faire plus connaître, et ça serait cool. Voilà. Et pareil pour YouTube, c'est le même principe, de liker, de commenter, voilà. Et puis si jamais vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez toujours sur Ko-fi. C'est vrai. Ou sur Patreon, tout simplement. Et vous trouvez tous les liens sur contrelabel.com. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi vos groupes de rap rock préférés, si vous avez kiffé Naruto quand vous étiez jeune, ce genre de trucs, Nous, on aime bien savoir aussi un peu. Donnez-nous votre avis. Voilà. Soyez des nerds avec nous, un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, parlez autour de vous du podcast, comme d'habitude. Sur ce. Des bisous. Ouais. Merci d'avoir écouté. On vous retrouve dans 2 semaines. Ouais. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Comme nous prenons soin de vous. Je crois, je sais pas. Couvrez-vous, il fait froid. Voilà. Bye bye. Bye, ciao.